Bonsoir. Je vais vous laisser installer les dernières personnes. On espère qu'il y aura encore un petit peu de monde qui va nous rejoindre. Je me présente, je suis Brigitte Turin, coprésidente de l'association genevoise pour la promotion du goût. Notre association a beaucoup travaillé sur cette soirée, sur ce débat avec différents acteurs, différentes actrices plutôt, je crois, qui vont vous être présentés dans un moment. De mon côté, en tant que présidente, j'aimerais vous parler un petit peu de notre association qui a été créée en 2020, qui est la représentation genevoise de la Semaine du goût et qui transporte les missions de la Semaine du goût. La GPG, comme je vous l'ai dit, le but, c'est de promouvoir une alimentation durable dans le canton de Genève et d'être un acteur un peu incontournable dans cette spécialité. Vous n'allez pas voir, je ne vais pas vous présenter le flyer, je vais juste vous dire un petit peu nos mots-clés. Je pense que ça devrait parler à tout le monde. C'est pour tous la saisonnalité, l'environnement, l'alimentation durable, l'équilibre alimentaire, l'agriculture locale, le savoir-faire culinaire et culturel, la diversité génétique et gustative, la transformation locale, la convivialité du repas, la qualité du produit, la sensibilisation, le juste prix. Les différents membres qui composent ce comité sont Fourchette Verte, Swiss Food Academy, Slow Food, Pro Speciarara, Lepage, Tétérégou. On a un chef de cuisine également qui est avec nous. Il y a autre membre, mais qui n'est pas lié à l'association, c'est M. René Longet, qui est coprésident, qui est spécialiste en durabilité, Madame Magnin, qui rédige le magazine La Semaine du goût, pour goût.ch, et moi-même qui me suis spécialisée dans les vins suisses. Je vous souhaite... Voilà. Mais ça fait aussi partie du plaisir et de la convivialité, notamment à table. Voilà, je vous souhaite un bon débat. Je vais laisser introduire Madame Manuela Magnin la suite de la soirée. Bref, c'est un plaisir pour moi de tenter d'animer cette table ronde. J'espère que ça va pouvoir se faire. Alors, ce qui m'interpelle, moi je me mets dans la position du grand public et peut-être un peu du public cible qu'on vise au travers de cette table ronde. On va parler de l'alimentation des enfants de 1 à 12 ans. C'est évidemment les parents. On est tous bombardés d'infos qui tombent dans les médias. Pas plus tard que cette semaine ou la semaine dernière, on nous a présenté le dernier rapport de l'UNICEF intitulé « Alimenter les profits », qui se penche sur l'augmentation de la prévalence du surpoids et de l'obésité dans le monde. En début de semaine, je ne sais pas si vous avez écouté la radio romande lundi, on nous a présenté le dernier monitoring de l'IMC effectué par Promotion Santé Suisse qui montre que la part des élèves fréquentant l'école obligatoire en surpoids a légèrement reculé, en tout cas en Suisse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on a ces deux faits, ces deux données, ces deux rapports. Et puis, sur le plan cantonal, on en a aussi beaucoup parlé dans les médias, on a ce droit à l'alimentation qui est garanti dans la Constitution genevoise depuis juin 2023, suite à une votation populaire. Et j'ai un peu épluché cet avant-projet de loi. Je vais vous faire grâce de tous les détails parce qu'il y a un certain nombre de pages. Et il y a un point qui m'a particulièrement interpellée. Il est notamment stipulé que le canton et les communes promeuvent une alimentation saine et équilibrée selon les recommandations de la pyramide alimentaire fédérale
Ils mettent en œuvre des mesures de promotion d'une alimentation saine destinées à favoriser des comportements alimentaires favorables à la santé, en particulier auprès des enfants, des jeunes, des populations défavorisées et des personnes âgées. Alors, personnes âgées, ce n'est pas notre public cible ce soir, mais c'est intéressant de voir que c'est ancré dans un avant-projet de loi au niveau cantonal. Alors, toute cette actualité, elle nous montre que ce débat, il est important, il est même fondamental. Et pour avoir une vision globale, on a convié 3 éminentes spécialistes que je vais inviter à monter sur scène. Donc, ce sera le premier volet de cette table ronde, qui sera suivi d'un deuxième volet avec des gens qui vont nous parler des solutions qu'ils mettent ensemble pour mettre en œuvre, autant que faire se peut, cette alimentation saine et durable au niveau genevois, peut-être au niveau suisse aussi. Et puis après, on ouvrira un débat avec les questions du public. La première personne que j'appelle sur scène, c'est la doctoresse Catherine Chamet-Weber, pédiatre FMH, spécialiste de l'obésité, qui va nous parler, j'imagine, des bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée, et à contrario, des conséquences d'une mauvaise alimentation, ainsi que ses constats dans sa pratique quotidienne. Intervenantes qui nous ont beaucoup éclairé sur ce sujet qui est très vaste, hein, tant d'un point de vue médical qu'un point de vue pédagogique, qu'un point de vue marketing. Là, j'aimerais qu'on va passer au deuxième temps de ce débat. Un deuxième volet, on va essayer d'évaluer un peu le champ des solutions. Alors pour ça, j'appelle à venir sur scène Afamia Kadour, conseillère scientifique en promotion de la santé et prévention au service du médecin cantonal de Genève, Tania Lehmann, directrice de Fourchette Verte Genève, et Eddy Farina, diététicien pour Fourchette Verte également, Maria Retamales, directrice de Swiss Food Academy, qui est vraiment sur le terrain pour essayer de trouver des solutions, et Mohamed Rouquin de Revolution Food, qui est un tout nouveau service traiteur, sauf erreur. Donc là, en fait, on a parlé un petit peu de tout ce qui était, si vous voulez, on va se passer les micros, hein, des constats. Et maintenant, on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir, pour avoir une alimentation plus saine, pour lutter contre les problèmes d'obésité. Qu'est-ce qui est mis en place notamment, on peut commencer par Afamia Kadour, conseillère scientifique en promotion de la santé. Je crois qu'il y a actuellement il y a un article constitutionnel qui est en train d'être mis en musique. Qu'est-ce que ça peut nous apporter comme solution? Après, on verra avec Fourchette Verte également sur le terrain, qu'est-ce que Fourchette Verte entreprend pour promouvoir une alimentation plus saine auprès des enfants. Et puis on regardera ce nouveau, je crois, nouveau service de restauration. Hein. 10 ans, ouais. Ouais, alors excusez-moi. Voilà. Je le connais moins bien, je ne suis pas sur Genève. Donc c'est Revolution Food, hein, c'est la grande révolution. Et puis notre autre intervenante, il manque. Ah, mais je ne la vois pas, elle est cachée. Voilà. Swiss Food Academy, qui est très présente sur le terrain, auprès notamment des enfants. Alors peut-être qu'on peut commencer par vous, nous expliquer ce qui se passe justement avec ce nouvel article constitutionnel, ce que ça risque de changer pour une alimentation plus saine dans le canton de Genève. Bonsoir tout le monde.
avant que je parle du nouveau droit qui a été voté en 2023 et le projet de loi qui est en tout cas en consultation publique actuellement, j'aimerais préciser que la stratégie, en fait, il y a une stratégie cantonale qui existe depuis en tout cas 20 ans, voire 30 ans, voire 40 ans, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé le travail il y a 5 ans et je sais que ça fait longtemps en fait, qu'il y a une stratégie cantonale pour la promotion d'une alimentation saine. En tout cas, on a une loi, la loi sur la santé, elle stipule, en fait, il y a un article spécifique qui parle des comportements favorables à la santé. Il parle aussi particulièrement de l'alimentation saine. Et du coup, voilà, le nouveau droit à l'alimentation va nous donner une base légale s'il passe en fait, et si tous les articles sont retenus et ça passe au Grand Conseil, ça va nous donner une base légale supplémentaire, plus spécifique, on va dire. Mais déjà, à la base, il y a cette stratégie cantonale et je vais expliquer un petit peu ce qui se fait. Déjà, la Fondation Promotion Santé Suisse, qui est une fondation nationale, qui en fait utilise les 40 centimes de nos primes maladie pour soutenir des projets de la promotion de la santé sur l'alimentation saine et l'activité physique. Et cette fondation, en fait, elle finance 50% de ce programme cantonal qui s'appelle le programme d'action cantonale de Genève. Et il a en tout cas, c'est à travers ce programme qu'on finance des activités sur le terrain, des activités d'intervention, d'éducation à la santé, comme Fourchette Verte, comme Swiss Food Academy. Mais on a d'autres en fait, initiatives qui sont faites au sein de l'école. Il y a des programmes spécifiques au sein de l'école, comme le programme Saint-Saucin, qui, comme elle a discuté tout à l'heure, l'intervenante, par rapport à l'éducation à l'hôpital, ça c'est aussi de l'éducation à l'école. C'est une formation pour déguster en fait, différents types d'aliments, pour encourager une alimentation saine auprès des enfants. Et l'alimentation, elle est prise en fait, de manière transversale dans différentes thématiques, en fait, différents sujets d'éducation. Il y a aussi la restauration collective qui est, après je laisse à Fourchette Verte d'expliquer en fait le label qui est aussi pour la restauration scolaire. Il y a aussi des initiatives qu'on appelle nous structurelles, ça veut dire qu'on veut agir certainement sur l'environnement alimentaire parce qu'on a vu qu'il ne suffit pas que les personnes en fait, sachent, parce que aussi moi j'ai des chiffres, je ne voulais pas non plus inonder le public de chiffres, mais on sait que même si les gens savent qu'il faudrait manger 5 fruits et légumes par jour, on n'a que 12% en fait qui mangent des fruits et des légumes, 5 portions de fruits et légumes par jour. Ça veut dire que l'éducation en soi, elle n'est pas suffisante. Il faudrait aussi que cette éducation, après, il y a l'éducation ciblée, l'information ciblée, ça veut dire de prendre les gens où ils se trouvent. Par exemple, si les gens savent, et on sait que les gens savent qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour, il faudrait savoir pourquoi ils ne les consomment pas et en fait agir sur les raisons qui empêchent les personnes d'agir en faveur de leur santé. Après, quand je parle d'agir sur l'environnement alimentaire, là, en fait, c'est plus une action au niveau déjà de ce qui est proposé, du choix, de limiter le marketing. Ça, c'est l'étude qui a été présentée par Sophie, c'est une collaboration, parce qu'on aimerait également documenter ce qui se passe à Genève. Il ne suffit pas de voir ce qui se passe ailleurs, parce que quand on arrive en fait, aux décisions politiques, on aimerait avoir des informations qui sont plus locales, qui parlent de nos enfants à Genève et non pas en Suisse non plus. Du coup, on a besoin en fait, de documenter encore plus. On a cette étude, mais il y a d'autres études qu'on aimerait aussi faire par rapport à l'exposition des jeunes, surtout sur les réseaux sociaux. Il faudrait également agir sur l'usage des écrans, et ça, c'est aussi quelque chose. Ça ne touche pas seulement l'alimentation, ça va toucher d'autres types de comportements également, mais l'alimentation en fait partie. Qu'est-ce que j'oublie encore? Il faudrait. On a plusieurs propositions. Par exemple, la taxe sur les boissons sucrées qui est mentionnée dans le nouveau projet de loi qu'on aimerait avoir. Mais tout ça, en fait, c'est pas facile en fait à implémenter. Il ne faut pas oublier que cette action en fait nécessite une acceptation politique, mais également une collaboration
voilà, une collaboration de l'industrie Avec agroalimentaire. l'industrie, Voilà, oui. exactement. Et on voit que la collaboration n'est pas toujours facile. Et il faudrait vraiment qu'il y ait une volonté politique et une pression citoyenne et publique pour que ces initiatives en fait aboutissent. Voilà. Parfait. Très intéressant justement le fait que les gens savent, beaucoup de gens savent ce qu'ils devraient faire, mais ils ne le font pas forcément. Ils sont influencés aussi par la publicité, par les médias, malgré le fait qu'on nous répète qu'il y ait des solutions aussi à Genève, des choses qui sont mises en place comme la maison de l'alimentation et du territoire de Genève, où on reçoit les enfants, on leur fait découvrir les légumes, on leur fait cuisiner. Donc il y a plein de choses, il y a plein de messages qu'on essaie de faire passer, mais quand même, il y a des blocages. Hein. Fourchette Verte, c'est un acteur ancestral presque. Euh, Comme les dinosaures. Ça fait 30 ans, hein, un peu les dinosaures hein, du bien manger, du manger équilibré euh, à Genève et en Suisse d'ailleurs, dans toute la Suisse. Hein, mais l'initiative, enfin voilà, je vous laisse peut-être un peu parler de votre action, vos solutions, de vos actions auprès des enfants. On reste toujours essayer de se cibler quand même sur les tout petits jusqu'à 12 ans. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très contente d'intervenir. Vous m'entendez? C'est bon. Je n'entends pas que moi qui a du... Voilà, plus proche. Ah oui, voilà, très bien. Alors, merci beaucoup enfin, d'être tous là et toutes là ce soir. On a organisé en fait cette table ronde via la GPG, comme l'expliquait Brigitte, et c'est quand même un défi d'avoir du monde ce soir. On est très content que vous soyez là. Alors, pour répondre aussi à Catherine Chamet, qui était un peu désabusée tout à l'heure avec est-ce qu'il y a des solutions quand dans ma consultation, je n'ai que d'enfants avec des problèmes de poids et de surpoids. Alors, Fourchette Verte fait partie effectivement des solutions dans la mesure où c'est une mesure vraiment structurelle qui offre un cadre adéquat avec son label, des établissements labellisés qui proposent une alimentation donc nutritionnellement équilibrée et avec un volet aussi de durabilité. Les chiffres donc à Genève actuellement par rapport aux enfants de la tranche d'âge qui nous concerne, c'est 236 établissements qui ont le label Fourchette Verte et qui concernent tant les crèches que les restaurants scolaires. Ça représente environ 26 000 repas par jour. Et c'est là qu'on voit que c'est une action qui est en fait sur le terrain. C'est un peu, moi j'avais tendance à la comparer, c'est comme si vous avez une ligne de bus en bas de chez vous. Est-ce que ça favorise la mobilité douce ou pas? Sûrement, hein, dans la mesure où c'est juste à portée de main. Donc ces enfants, ils sont en fait, ils vont manger équilibré sans y réfléchir. C'est là. Et c'est là, c'est une mesure vraiment qui agit sur le cadre et l'environnement et toute classe sociale confondue. Donc tout niveau socio-économique, comme on parlait tout à l'heure avec les statistiques concernant le surpoids et l'obésité, ça touche vraiment l'ensemble de la population et pas seulement les classes favorisées, les classes avec un haut niveau socio-éducatif. Et puis, un point qui est aussi important, et là je remercie beaucoup le département de la santé et de la mobilité qui est représenté ce soir par Afamia Kadour par rapport aux subventions que nous pouvons toucher en tant qu'association Fourchette Verte pour justement faire la promotion de la santé via l'alimentation, parce qu'en fait c'est vraiment le parent pauvre, hein, la prévention, c'est que 1,8% des dépenses de santé. Donc en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Et heureusement, on est beaucoup d'acteurs de terrain, mais c'est vrai que c'est quand même malheureusement pas suffisant pour pouvoir affronter toutes ces problématiques liées au marketing, liées à la consommation en fait, et à l'incitation à la consommation. Fourchette Verte a aussi comme mission de faire découvrir aux enfants une palette importante d'aliments
on a parlé de néophobie alimentaire. C'est très, très important justement que les enfants soient en lien avec des aliments qui sont nouveaux, qui vont peut-être pas manger chez eux, mais du coup, au restaurant scolaire ou à la crèche, ils peuvent le faire. Et pour nous, c'est très important justement qu'il y ait une association avec du plaisir, qui soit la découverte des aliments, le plaisir gustatif. Et c'est vraiment ce qui est favorisé dans les équipes. Et il y a également des mesures pour expliquer, pour former, pour accompagner le personnel qui est proche des enfants pendant les repas. Donc justement, sur le terrain, Fourchette Verte forme, accompagne à la fois les équipes de cuisine, les chefs de cuisine, pour qu'ils puissent servir des repas qui sont intéressants d'un point de vue nutritionnel et qui sont variés. Et puis aussi, Fourchette Verte accompagne les personnes qui sont auprès des enfants pour que le cadre soit optimal. On sait très bien, justement, on a parlé des parents tout à l'heure qui devaient montrer l'exemple, mais les accompagnants des repas, au repas des enfants doivent aussi montrer l'exemple, et puis inciter à manger. Mon collègue Eddy pourra peut-être vous parler vous donner quelques anecdotes par rapport à ça tout à l'heure. Enfin aussi, Fourchette Verte, c'est très important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une collaboration avec différents partenaires, tant institutionnels, éducatifs, associatifs. On est beaucoup autour du repas des enfants et c'est vraiment, on a l'impression que Fourchette Verte, on est un peu une pièce, un lion qui participe à l'articulation des différents acteurs qui sont impliqués dans la mise en place des repas. Et pour nous, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de voir la concrétisation de notre expertise nutritionnelle dans l'assiette des enfants. Donc voilà pour, oui, présentation un peu de Fourchette Verte. Oui. Oui, non, je vous passerai la parole après. J'ai juste une petite question concernant Fourchette Verte. Est-ce qu'on est Fourchette Verte un jour et Fourchette Verte toujours, ou est-ce qu'il y a quand même des contrôles, des formations sur le terrain qui se déroulent peut-être Alors, oui. Fourchette Verte un jour, Fourchette Verte toujours non. C'est-à-dire qu'il y a quand même un contrôle qui est effectué. On passe le plus régulièrement possible dans les établissements qui sont labellisés. On partage le repas parfois, même souvent avec les enfants. Et alors, on n'est pas dans une politique de répression, on est plutôt dans une politique d'accompagnement. C'est-à-dire que s'il y a des choses qu'on constate qui ne correspondent pas aux critères du label Fourchette Verte, qui parfois sont compliqués à suivre, parce qu'il y a plein de critères, il n'y a pas que les critères Fourchette Verte, il y a le GRTA, il faut respecter les saisons, il y a le coût des matières premières, etc. En fait, on va accompagner les cuisiniers et les équipes d'animation, les équipes qui encadrent les enfants, pour faire en sorte que ces critères puissent être respectés au mieux. Mais il peut nous arriver de retirer des Ça arrive labels. Ça de peut arriver. retirer. C'est plutôt rare. C'est vraiment, on essaye d'éviter. Mhm. Je pense qu'il y a des changements des fois de personnel aussi dans les restaurants. Il Et fait qu'il peut... régulièrement. Mhm. Régulièrement. Et du moment où on le capte, ce changement de personnel, automatiquement, on réenclenche des formations, un suivi. Et je pense que le suivi est presque plus important que la formation, dans la mesure où des fois la formation c'est en une fois, et derrière c'est difficile ensuite pour le cuisinier, pour le personnel, de suivre ces recommandations. Mhm. Donc vraiment on les suit sur le terrain. C'est vraiment l'accompagnement, je pense que c'est le maître mot. Mhm. D'accord. Oui, moi j'aimerais juste ajouter par rapport à Fourchette Verte, c'est vrai qu'il y a Afamia qui disait qu'on est aussi, on a aussi l'évaluation des menus, mais aussi vous dire que en fait il y a vraiment beaucoup de changements de restaurants. C'est pas évident dans ce milieu et du coup on a toujours un chiffre assez stable au niveau du nombre de labellisés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles formations, nouveaux labellisés. C'est vraiment, on est presque à 20 établissements en moins, 20 établissements en plus. Et du coup, en équipe, on est en fait très peu et personne ne se rend compte de ça.
On est au total 2,4 équivalents plein temps pour tout Genève. Donc on a toujours l'impression que Fourchette Verte, c'est immense, qu'on est presque une institution, mais non. Il faudrait des subventions supplémentaires, c'est ça. Voilà, on fait ce qu'on peut. Le message est passé. Oui. Donc toujours, merci pour cet éclairage. Bon, il y a encore Fourchette Verte à Matera, je crois, où ça c'est encore un peu plus poussé. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est encore un cran au-dessus. Hein. Je sais pas, il fonctionne? Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah si, ça fonctionne. Ah, pardon, je l'entends pas bien ici. Oui, Fourchette Verte à Matera, c'est le label alors qui a été créé en 2016. En fait, c'est la fusion de deux labels. C'est quelque chose qui a été créé dans le canton de Bâle. C'est la base de Fourchette Verte, donc l'équilibre alimentaire. Et puis à cela viennent s'ajouter des critères d'ordre pédagogique, donc d'accompagnement, et puis des critères environnementaux. Donc on demande aux cuisiniers de suivre une charte sur la provenance des produits, la façon dont sont produits les produits. On demande à ce qu'il y ait des labels, etc. Donc c'est un suivi qui est beaucoup plus poussé et complexe. Peut-être que Mohamed, qui est labellisé Fourchette Verte à Matera, pourra nous en parler un petit peu. Voilà. Ouais, alors peut-être qu'on saisira la balle au bon après. On va peut-être voir avec Maria Retamales, qui est directrice de Swiss Food Academy et aussi membre de notre association, l'association genevoise pour la promotion du goût. Alors Maria, vous êtes très très présente auprès de la jeunesse. Pas assez. Comment ça a commencé tout ça? Comment ça a commencé votre mission sur le terrain, disons? Alors déjà, je suis très contente d'être là ce soir, pas seulement en tant qu'intervenante, mais comme organisatrice aussi avec mes collègues. Enfin, ce sujet s'ouvre à des lieux comme ce centre et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et je vous demanderai juste une chose, et je suis sûre que c'est possible, c'est si vous pouviez juste repartir avec un message et que vous puissiez diffuser autour de vous. Voilà, si vous pouviez juste retenir une chose de ce soir, parce qu'en fait la transmission c'est quand même important et il faut qu'on sorte avec quelque chose de cette soirée. Alors comment ça a démarré? Eh ben, tout simplement parce qu'à la base je suis une maman et que j'ai été confrontée à des problématiques d'accessibilité, d'éducation, pas au goût, mais nutritionnelle. Et puis, il y a 15 ans en arrière, je pensais que j'étais la seule, et en fait, non, c'est toute une génération. Et ça, on l'a bien vu avec les slides. Je remercie énormément le docteur Charmet pour la présentation. En fait, vos 3 présentations étaient très informative, mais je trouve que la mise à jour était importante de la poser ce soir. Donc, merci pour ça. Il y a 10 ans, quand Swiss Food, enfin 8 ans, pardon, quand Swiss Food est né, en fait, ça a juste démarré par une question, c'est d'où vient la tomate? Et on m'a répondu Coop et Migros. Et ça, c'était une quinzaine d'enfants. On est en 2025, je ressors d'une intervention mardi d'une école, 100 élèves, 10% savent reconnaître les légumes. Donc en fait, ça n'évolue pas comme j'aimerais dans la rapidité des choses, mais ce qui est important en fait, et ce que je comprends maintenant en étant sur le terrain, c'est cette idée d'accompagnement. Et Swiss Food Academy se veut un acteur d'accompagnement. Un accompagnement sur le terrain, un accompagnement pour améliorer les habitudes alimentaires, un accompagnement aussi pour remettre du plaisir dans cette relation à l'assiette. Et j'entends ces problématiques de troubles alimentaires, de stress. Nous, on le voit au quotidien. Donc cet accompagnement, il est important parce que trop d'informations, ça a été dit, mais en fait, les familles ont besoin d'être accompagnées, les enfants ont besoin d'être accompagnés. Donc qu'est-ce qu'on fait? On propose 2 grands programmes, le programme Gaïa,
qui est un programme social, éducatif. On va vraiment dans les quartiers, on propose un programme à l'année et on met la main à la pâte. C'est un programme proactif. On a une moyenne de 50 enfants par mois. Et ces enfants, on les accompagne sur une durée de 2 à 6 ans. Quand je dis 2 à 6 ans, c'est parce que c'est vraiment 2 à 6 ans. Et c'était l'objectif premier, en fait, c'est de réussir à faire qu'une activité autour de l'alimentation devienne une activité aussi plaisante, accessible et sexy qu'un cours de musique ou un cours de sport. Je pense que le pari est réussi. Au bout de 8 ans, on a 70% des enfants qui participent aux ateliers de Gaïa, donc en cuisine, jardinage et ce qu'on appelle des enquêtes autour de l'alimentation. 70% de ces enfants-là, au bout de 2 ans, obtiennent une autonomie alimentaire, c'est-à-dire une autonomie dans la pratique alimentaire, donc la pratique de la cuisine, mais également changent leur rapport aux légumes. Au début, c'est un « je veux pas »,« berk »,« non merci »,« je connais pas » à quelque chose de beaucoup plus accessible et plaisant. Et ça, c'est important, la transmission, mais l'action est clairement un levier important dans la mission de Swiss Food. Et enfin, le deuxième programme, c'est le programme Paprika. Il se déroule dans les classes. Donc le premier, c'est de 6 à 12 ans. Le deuxième, Paprika, c'est de 8 à 12 ans. On va dans les classes, on spécialise des classes sur des thématiques clés. Et là, on fait de ces enfants des petits enseignants en alimentation qu'on forme sur une thématique. Ils se décloisonnent dans l'école et ils viennent former d'autres enfants. On croit beaucoup à la représentativité, on croit beaucoup à la transmission des pairs. On croit beaucoup à la communication positive. C'est pour ça qu'on est extrêmement présent dans les réseaux sociaux aussi, parce que les marques de malbouffe communiquent très bien. C'est un monde édulcoré qui plaît. Et ben nous aussi, on a envie d'une communication marketée, mais sur le bon. Donc, on n'arrêtera jamais cette communication positive sur les réseaux sociaux qui, par la force des choses, tout le monde est connecté à son attel. Quand on va chercher une info, c'est via les réseaux sociaux. Donc, il est important qu'on soit présent aussi. Enfin, pour terminer, j'ai un dernier projet qu'on a développé récemment. On est sur notre 2e année. C'est pendant le temps des repas scolaires. C'est un partenariat avec le service des écoles. Et là, l'objectif, ça va être aussi de former en fait les enfants sur le temps du repas, en partenariat avec les animateurs du DIAP, les encadrants. Et ça, c'est aussi un retour qu'on a actuellement au bout de 8 ans, c'est que Swiss Food peut sensibiliser une quantité, un quota d'enfants, mais ne peut pas aller partout où il voudrait. Ce n'est pas possible en termes de logistique, en termes de fonds également. Mais ce qu'on aimerait, et il y a une volonté autant des enseignants que des éducateurs qui entourent la vie de l'enfant, c'est d'obtenir aussi un accompagnement dans cette formation-là. Donc, on est sur les starting blocks. On est en train de travailler sur une formation pour les enseignants en lien avec, en discussion avec le DIP. Et puis, vraiment, tous ces éducateurs qui tournent autour de l'enfant, on parlait des clubs sportifs, tous ces gens-là ont aussi un rôle à jouer dans l'éducation. Et ça va être un peu le deuxième engagement de Swiss Food pour les années à venir. J'ai juste une petite question, mais peut-être le public la posera après. Est-ce que, puisqu'il y a ce recul, est-ce que les enfants qui ont été sensibilisés, ils sont hors courbe habituelle de poids, de problématiques d'obésité? Est-ce que vous constatez un impact avec le recul sur ces enfants? Alors, c'est vrai que on fait de la sensibilisation. Nous, notre objectif, en fait, c'est de prévenir avant d'arriver à la problématique de santé. Mais effectivement, dans les groupes d'enfants qu'on côtoie chaque mois depuis tant d'années, on voit cette évolution de surpoids. On voit quand même, et nous qui allons dans les écoles, si je compare à mes années où j'étais jeune, je vois bien que ce n'est pas la même société.
Mais pour nous, ce qui est important, en fait, c'est vraiment de... On n'est pas... Comment dire? Il y a des professionnels pour ça. Donc, si on voit quelque chose et si le parent nous demande, en fait, on leur donne des recommandations d'aller voir le pédiatre, d'aller voir les professionnels en question. Nous, on est vraiment là, en fait, pour les accompagner sur les bonnes pratiques, comment faire. On est toujours assez surpris d'entendre les parents qui déculpabilisent, en fait, avec nous et qui nous disent... bon, bah voilà, je n'osais pas vous le dire, mais en fait, mon enfant, il n'a jamais aimé la betterave et maintenant, il me dit qu'il aime la betterave. Donc, voilà, c'est cet accompagnement-là, c'est cette communication positive, c'est cet accompagnement positif. Après, je tenais juste à préciser que tout ça n'est possible que grâce à un écosystème de spécialistes dans la gastronomie. Donc, on a des grands chefs locaux avec nous, on a des gens de la durabilité, donc des gens spécialistes en permaculture, on a des diététiciens. On a une chance inouïe d'avoir aussi des psychologues en changement de comportement. Mais surtout, on a des bénévoles qui encadrent 5 à 7 événements par mois. Ce n'est pas rien. Je remercie toutes celles qui sont là ce soir. Je les vois de loin. On a un chef qui est là parmi nous aujourd'hui. Enfin, on a vraiment tout un écosystème qui est derrière tout ça. Et je pense que c'est la force aussi de Swiss Food. C'est de se dire que l'alimentation, ce n'est pas qu'une porte, c'est plusieurs angles et que tout le monde est derrière, en fait, tout ça. Merci, très intéressant. On a notre dernier témoin de ce qui se passe sur le terrain. C'est Mohamed Rouquin, Revolution Food. Alors, qu'est-ce que c'est que Revolution Food? C'est une entreprise de restauration Alors, c'est un service traiteur qui a été créé il y a 10 ans. Donc, vous vous demandez pourquoi c'est Revolution Food. En fait, j'étais révolté de voir que à Genève et que la plupart des produits qu'on trouve, c'est des produits qui viennent d'ailleurs, surtout dans les écoles. Donc, on a eu cette idée de lancer ce service traiteur et puis on a commencé avec les écoles, toutes petites écoles, 10 personnes. Et petit à petit, en fait, ça a pris. Aujourd'hui, on fait 450 repas. Donc, nous, notre concept, c'est vraiment en fait la durabilité en soi, la saisonnalité, la nourriture saine. Donc, on a gagné plusieurs prix, on a tous les labels qu'il faut. Et en fait, toute notre production, elle tend sur une production Amatera. Donc, que les écoles soient labellisées ou pas, pour nous, en fait, c'est pas. Vous faites un formidable travail, mais c'est pas le label qui est important en soi. En fait, c'est le travail qu'il y a derrière. Donc, pour ça, il faut avoir des bons partenaires, donc des bons fournisseurs qui sont aussi convaincus de la démarche et qui veulent aussi installer. Pour moi, le but, en fait, c'est que tous les enfants de Genève puissent manger GRTA toute l'année. Voilà. Il y a assez de production GRTA pour nourrir tout le monde à Genève? Alors, pour l'instant, pour moi, oui. Plus tard, on verra bien. Quand Mais vous en serez tout cas, une multinationale En tout cas, si vous voulez, je pense qu'il y a assez de production pour qu'ils mangent suisse, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut installer avec beaucoup d'efforts, certes, avec beaucoup de temps aussi, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Et je trouve vraiment dommage que dans les écoles, en fait, c'est pas inscrit limite dans la loi, parce que il y a quand même pas mal d'établissements de restauration scolaire qui sont aujourd'hui labellisés GRTA. Oui, bien sûr. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui le fait, mais je pense que ça devrait être vraiment la norme, en fait. Au lieu de dire, je sais pas, en hiver, on ne va pas manger des tomates, en fait, c'est comme ça. Et puis, l'enfant, en plus, il va apprendre aussi à attendre. Je pense que c'est quelque chose de très important. Il va être obligé de goûter à des produits qu'il ne va peut-être pas manger à la maison. Et sur une période qui est assez longue, qui est l'hiver par exemple, on trouve que des légumes racines. Mais je pense qu'en transformant le légume, en le travaillant d'une manière, on peut amener l'enfant à l'aimer. Et puis, comme la présentation dit avant, en fait, à force de répéter, l'enfant il va quand même s'adapter et pour finir, il va manger. Donc, voilà. Bien, merci. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'être optimiste quand on voit cette belle brochette de personnes là sur scène.
il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises sur le terrain. Et je pense il faut porter un message d'espoir, hein. On voit que les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure concernant les problématiques d'obésité sont un petit peu en régression. Et on est qu'au début, on est au début de quelque chose qu'il faudra faire longtemps. Il y a la concurrence des réseaux sociaux, il y a les messages qui sont adressés aux jeunes et qui leur donnent des mauvaises habitudes alimentaires. Donc, le travail que vous faites tous est essentiel. Et je pense qu'il y a des questions. J'imagine qu'il y a des questions dans le public. Alors, levez la main et on va vous passer le micro. Merci en tout cas à tous ces intervenants. On a vraiment très peu de temps. On a le temps pour 3 questions. Vous avez été trop disserts, hein. Ça marche? Vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. Bonsoir. Oui, alors moi, j'ai pas vraiment de questions. Merci pour toutes les interventions, mais plutôt 2 remarques. La première que je fais en tant que maman d'enfants qui étaient à l'école primaire, donc ça remonte maintenant à quelques années, mais j'ai rejoint l'association du restaurant scolaire de l'école où étaient mes enfants, parce que j'avais envie de savoir un peu plus comment ça se passait au niveau des repas de midi. Et donc, c'est des repas qui étaient préparés par un cuisinier en dehors de l'école et qui nourrissait, je crois, 7 ou 8 écoles. Plusieurs des repas étaient labellisés fourchette verte, mais je ne sais pas si c'était un de la semaine ou les 4 repas. Mais j'ai quand même vu, donc je suis aussi allée manger sur place pour voir ce que mangeaient les enfants. Et c'était franchement catastrophique. J'ai vu au menu du poulet du Brésil, ce qui me semble quand même vraiment choquant quand on sait d'une part les kilomètres que ça a fait et d'autre part ce qu'il y a dedans. J'ai mangé des plats dans des sauces industrielles qui étaient, qui me semblaient vraiment d'un autre temps. Il me semble qu'on mérite mieux aujourd'hui pour nos enfants. Des sauces à salade aussi industrielles. Donc, on était plusieurs parents en fait qui se questionnaient beaucoup là-dessus et quand on est allé aux réunions avec l'association qui gérait ces repas, en fait, on nous a pas du tout écoutés. On a été vraiment, on n'a pas eu voix au chapitre et tout ce qu'on disait était remis en question. Donc, je pense que s'il y a une stratégie cantonale pour l'alimentation des enfants à Genève, il y a de sérieuses questions à se poser sur le terrain et effectivement, il n'y a peut-être pas il n'y a pas assez de personnes qui peuvent faire ça, mais je pense que ça paraît essentiel parce que c'est loin d'être idéal. Et la deuxième chose, donc là, j'interviens en tant que responsable d'une entreprise qui s'appelle caribou.ch et qui est partenaire de plusieurs marchés à Genève. Et dans ce cadre-là, notamment, on travaille avec des écoles avec des équipes du parascolaire pour livrer des goûters aux enfants. On va lancer un pilote à la fin de cette année directement avec la direction du JAP. Et donc, je ne sais pas si vous savez, mais au JAP, les enfants ont un goûter avec un budget de 1,30 franc par enfant. Et nous, on arrive à proposer un goûter bio et sain pour 1,70 franc. Les équipes nous ont dit que dans certaines écoles, les enfants mangent des galettes de riz ou des choses qui sont
en termes de nutrition absolument pas intéressante. Mais comme c'est validé quelque part dans la liste des aliments, voilà, c'est des choses qui sont acceptées, mais il y a aussi un gros travail à faire à ce niveau-là. Et si on veut que nos enfants aient des bons goûters, il faut peut-être aussi augmenter un tout petit peu le budget, mais on voit qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Et enfin, je dirais que pour que les enfants aiment les fruits et les légumes, il faut peut-être les acheter ailleurs qu'au supermarché, parce que souvent, c'est pas bon. Donc, il y a un vrai enjeu pour favoriser les achats sur les marchés et auprès des fermes locales. Voilà, ça ne m'étonne pas qu'un enfant n'aime pas un légume qui n'a aucune saveur. C'est très intéressant votre témoignage. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se font là autour, notamment avec la Maison de l'alimentation du territoire de Genève, qui sensibilise les enfants au travers des fermes urbaines, notamment. C'est un témoignage intéressant. Est-ce qu'il y aurait un souhait particulier? Je pense qu'il faut être attentif à ce que Madame dit quand même. De quand date votre constat quand même dans cette école où vous trouviez que ces menus étaient absolument pas du tout adaptés? Oui, bon, ça fait quelques années maintenant, ça doit faire plus de 5 ans. D'accord. Et c'était une structure de restauration collective ou non? Oui, donc dans une école publique, école primaire de Genève, et je crois qu'il y a plusieurs structures qui gèrent le repas de midi. Donc il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là quand même. Peut-être Eddy veut dire quelque chose. Oui, effectivement, la question de l'ultra-transformation des aliments au restaurant scolaire, c'est quelque chose à laquelle on est en train vraiment de s'attaquer ces dernières années. On a monté une formation pour sensibiliser les cuisiniers à ce problème. Et aujourd'hui, on a un contrôle qui est beaucoup plus strict sur l'utilisation des bouillons, sur l'utilisation ce qu'on appelle les demi-glaces industrielles, etc. Donc aujourd'hui, on a lancé une phase de sensibilisation, mais dans le contrôle des menus aussi, pour certaines sociétés de restauration collective. Alors il y en a qui font en fait le travail toutes seules, c'est très facile. Il y en a d'autres pour lesquels c'est un petit peu plus compliqué. Mais on est vraiment sur une grosse phase de sensibilisation à ce niveau-là. On constate que l'utilisation des aliments ultra transformés elle est plutôt quand même en train de diminuer. Après, il y a des produits sur lesquels, quand vous faites 9000 repas ou 8000 repas par jour, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas comme cuisiner à la maison. Et des fois, en fait, on est juste coincé et on essaye de faire au mieux avec les moyens qui sont à disposition, en fait. J'ajouterais juste une chose, mais c'est vrai qu'on est un peu coincé par le temps. Il y a un label qui existe, qui est le label fait maison, et je crois qu'il est aussi actif dans la restauration collective. Alors il y a des critères spécifiques pour les restaurations de collectivité, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire maison. Mais il y a quand même, il faut se réjouir qu'il y a beaucoup de pas qui sont faits dans la bonne direction. Voilà, je pense que ce sera la conclusion. Peut-être Monsieur Longet, qui est coprésident de l'association. Si je peux dire un mot juste avant, parce que vous avez mentionné le droit à l'alimentation tout à l'heure. En fait, il y a un article qui parle en fait des aliments ultra transformés, de limiter l'usage. Et ça, c'est clairement dit dans le nouveau droit. Du coup, ça va aussi nous donner une base légale. Ouais. Voilà, très bien. Monsieur Longet, peut-être. On nous dit qu'il y a un spectacle dans quelques minutes qui se prépare, donc on ne va pas vous stresser davantage avec des répétitions. Donc moi, Maria te disait, il faut sortir de là avec une phrase. Je ne sais pas si une phrase va suffire, mais moi j'ai noté 2-3 points. Un premier point, c'est de dire que la malbouffe, ça prend très tôt, et la bonne nourriture aussi, ça prend très tôt. Et finalement, c'est un déterminant de la santé qui peut déterminer toute une vie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ces déterminants de la santé sont eux-mêmes déterminés socioculturellement.
Donc ça, c'est aussi important. Il ne suffit pas de proclamer des recettes. Il faut être sûr que les gens puissent les intégrer et qu'ils les intègrent dans leur quotidien. Donc c'est vraiment un accompagnement. Ce terme a aussi été dit. Et le troisième point, c'est que parmi les solutions, on a eu plein de bonnes pratiques et de recommandations. La pyramide alimentaire et l'assiette équilibrée, je pense, nous donne un très bon repère et très bonne pratique. Puis enfin, et je salue Madame Salibian qui est dans la salle, nous avons la chance d'être juste au moment où se décide un virage